sur la chaîne YouTube Une assistante de service social à Montréal. On a une bonne nouvelle aujourd'hui, Cécilia va pouvoir répondre un peu à quelques questions par rapport à l'immigration familiale. Donc la première question qu'on va poser à Cécilia, c'est est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc j'ai 33 ans, je suis maman de deux petites filles de 2 ans et demi et de 6 ans. Et donc je suis mariée. Au niveau de mon parcours, donc, je suis assistante sociale de formation, j'ai un diplôme d'état d'assistante de service social et effectivement l'objectif avec ce parcours, enfin cette immigration, c'était justement initialement vraiment de venir par rapport à mon projet professionnel, de venir un peu découvrir le service social et le travail social donc au Canada, puisque je savais qu'il y avait une possibilité de faire reconnaître son diplôme. Donc c'est un petit peu parti de là, ça remonte quand même à plusieurs années, puisque c'est une copine à moi qui voulait le faire dans le cadre d'un PVT il y a au moins plus de 10 ans de ça. Et puis je venais me mettre en couple à ce moment-là, donc concrètement, non, parce que je savais que monsieur allait pas me suivre. Et puis quand on a eu des enfants et qu'on s'est dit qu'on voulait leur faire voir un petit peu le monde, on a commencé à regarder à travers les frontières quel pays serait susceptible de nous accueillir. On est vraiment parti de là en fait, on n'a pas eu le coup de foudre pour le Canada, ça peut paraître bête mais c'est une réalité. Et c'était de nous dire quel pays pourrait nous accueillir, donc c'était la langue, la possibilité de travailler, le pouvoir d'achat, parce qu'on sait qu'il y a des pays où ça coûte extrêmement cher, donc c'était de se retrouver par rapport à tout ça. Un élément extrêmement bête aussi, mais on a un animal domestique, donc on voulait être sûr de pouvoir partir avec et qu'il n'y ait pas de quarantaine, de choses comme ça. Et on s'est rapidement tourné vers le Canada, qui permettait d'avoir un PVT où on pouvait partir avec la famille. Dans ton immigration familiale, on va inclure aussi ton animal de compagnie. Carrément. Et puis, donc tu es assistante sociale, est-ce que tu peux nous parler un peu des expériences que tu as eues en France? Oui, ça fait 12 ans que je suis diplômée. J'ai commencé par le milieu carcéral où j'étais dans un service de psychiatrie avec une antenne de toxicomanie. Après, j'ai été faire de l'hospitalisation à domicile, sachant que j'ai fait des missions aussi pour un public itinérant, donc sans domicile stable. Après, j'ai fait un service d'évaluation pour les personnes âgées, donc c'était pour permettre de mettre en place des aides par le biais des caisses de retraite. Et après, j'ai basculé sur l'ONF, service du personnel, et j'ai fini en pédopsychiatrie. Et donc depuis que je suis ici, j'ai adhéré à l'ordre puisque j'ai pu faire reconnaître mon diplôme. J'ai eu 2 expériences professionnelles. La première donc dans un CHSLD qui équivaut à une maison de retraite par rapport à la France. Et là depuis quelques mois, je suis dans un hôpital pédiatrique. Ok, CHSLD, c'est un centre d'hébergement pour soins longue durée. C'est ça. Pour les sigles du travail social. Donc là, tu es à Montréal, tu exerces en tant que travailleuse sociale, mais concrètement, comment tu as fait pour venir et puis faire venir toute ta famille? J'ai passé par le permis vacances-travail où j'ai eu la chance d'être tirée au sort en août 2017 et on s'est dit, vu qu'on avait des enfants, qu'on voulait partir justement l'été, donc ça s'est vraiment bien goupillé. Donc on a eu quasiment une année pour tout préparer. Donc ce qui s'est passé une fois qu'on a eu les papiers, on va être clair, le jour où on reçoit le mail comme quoi on est tiré au sort, c'est la panique à bord parce qu'entre vouloir partir et partir, il y a quand même une grosse différence. Ouais. Donc c'est un projet, on est à fond et on reçoit le papier, on se dit est-ce qu'on veut vraiment partir? Donc là on a eu la chance clairement, parce que je pense que tout le monde ne peut pas le faire, de venir faire un séjour d'exploration avec mon mari où on est venus que tous les deux une semaine pour un petit peu s'imprégner de l'ambiance du pays, de la ville de Montréal là où on envisageait de s'installer. On voulait visiter les quartiers, on voulait se renseigner pour l'école par rapport à notre fille qui devait faire son CP, donc sa première année, voir les garderies, enfin on voulait vraiment faire un tour. Moi je voulais rencontrer des travailleurs sociaux pour savoir un petit peu entre ce qu'on entend en France où c'est l'Eldorado du travail social, on attend le français, c'est-à-dire que limite on n'est pas arrivé, qu'on a déjà du travail, et la réalité. Donc on est parti là-dessus, on s'est fait une semaine à Montréal où on a clairement déchanté parce que quand on est sorti de l'avion on n'a pas eu le coup de cœur. Ouais. Venir pour passer des vacances et venir en la projection, en projetant de se dire on vient s'installer, c'est pas du tout le même regard. Et on s'est dit, en plus on est venu au mois de novembre, il pleuvait, il faisait gris, il n'y avait pas de neige, on s'est retrouvé dans un logement pas lumineux du tout, c'est-à-dire qu'on se levait le matin, on allumait la lumière, on se couchait le soir, on éteignait la lumière, et on s'est dit waouh, là ça va pas le faire. Donc on a passé une semaine ici, certes j'ai rencontré des travailleurs sociaux, où j'ai déchanté aussi parce qu'on m'a remis dans la réalité de me dire mais ma cocotte, oui t'as un diplôme, mais on t'a pas attendu pour que la terre tourne, donc déjà ça remet un petit peu les choses à leur place. On nous informe que ça fonctionne beaucoup à l'américaine et beaucoup au CV, au réseau et tout ça, c'est quelque chose en France qu'on
en tout cas dans le travail social selon où on est en France, ça fonctionne pas comme ça, c'est plutôt du bouche à oreille où simplement on appelle l'employeur et on négocie quelque chose. On avait la grosse question de la scolarité pour notre aîné, donc qui devait faire, qui allait avoir 6 ans et qui allait pouvoir intégrer l'école, de se dire éducation nationale ou scolarité québécoise. Donc système public ou privé en gros. Et là, ça a été très compliqué parce qu'il y a 2 gros établissements vraiment reconnus au niveau de l'éducation nationale qui sont françaises, qui sont donc Stanislas et Marie de France, Oui. où on a eu des entretiens, où on a payé pour inscrire notre fille. Il faut quand même payer 50 $ et 100 $ selon l'école pour simplement déposer un dossier. Ok. Et donc on était quand même pas mal investis, pas plus rassurés que ça. Bah oui, comme les concours d'AS. Ah mais c'était... Et au final, à se cogiter, à se dire on va la mettre, on va pas la mettre, il y aura de la place, il y aura pas de place. Donc on est rentré en France avec tout ça. On savait pas où scolariser notre fille, on savait pas où on allait s'installer, j'étais pas sûre d'avoir un boulot, ça me plaît pas. C'est vraiment le néant. Le point positif, c'est qu'on savait qu'on pouvait partir avec notre chat. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Mon mari était un petit peu dans la même optique de dire bon. Ah oui. Et puis il y avait quand même ce côté de se dire si on a fait cette démarche là c'est pas pour rien parce que faire une démarche dans un PVT et faire les papiers ça coûte de l'argent. Une fois que tu es tiré au sort pour valider tout ça, il faut que tu lâches des sous. Et on s'est dit qu'à un moment donné on est parti sur la notion du destin. On est tiré au sort, c'est que il y a peut-être quelque chose à jouer et on a décidé de se dire concrètement on se sort les doigts des fesses et on y va. Donc donc ça a été vraiment un peu ça, de se dire au pire on va perdre un peu d'argent parce que ça nécessite d'avoir un budget et de pouvoir s'installer plein de choses, mais à la fois on vivra une expérience. C'est à partir du moment où on a décidé de pas vivre ça comme c'est le voyage de notre vie, mais comme c'est une expérience, on prend ce qu'il y a à apprendre, et dans le pire des cas on n'est pas dans un pays en guerre en France, donc on peut faire l'aller-retour comme on veut. Ça nous a pas mal détendu et on a commencé à regarder les choses différemment. C'était dit que de toute façon on y allait, à partir de là tu mets la maison en vente, tu informes ta famille que tu t'en vas, donc avec les bonnes et les mauvaises réactions. Tu réfléchis au niveau de ton boulot, dispo, tu plaques ton boulot, t'es fonctionnaire, t'es pas fonctionnaire, tu fais un point par rapport à ça. Et en parallèle tu dis ok c'est bien de tout organiser en France mais il faut projeter là-bas. Est-ce qu'on part avec que des valises? Est-ce qu'on part avec les jouets des enfants? Est-ce qu'on part avec des meubles? Donc tout ça c'est énormément. Je crois que j'ai passé une année de ma vie à penser, à manger, à dormir, le Canada, j'avais rien. Projet migratoire quoi. Projet migratoire. Puis en fait tout se fait petit à petit parce qu'avec le cheminement, une fois qu'on est dedans, on prend de la distance. Tu flippes tout le long, c'est-à-dire qu'il y a des matins tu te lèves, tu dis ouh je vais vivre au Canada, puis un quart d'heure après tu dis mais t'es complètement taré quoi. Sachant qu'on avait quand même une situation où on nous a quand même pas mal pris pour des tarés. On avait 2 situations fixes, j'avais un CDI, monsieur était fonctionnaire, on habitait dans une petite bourgade, c'était le paradis sur terre avec la montagne, la neige, on avait une maison, on avait des voitures, enfin on avait un niveau de vie qui était hyper plus que correct on va dire, on va être clair. Et on décidait de tout plaquer pour repartir à zéro, puisque moi j'étais pas sûre qu'on reprenne mon ancienneté ici. Et puis monsieur c'était de voir sa vie différemment. Donc ça nous faisait flipper énormément. Et puis on a carrément tout vendu nous en fait. La maison, le véhicule, les meubles. On a tout vendu, pas tous les meubles. On est parti avec quelques jours, on a fait des tris, mais on est quand même parti nous avec 8 mètres cubes en bateau. Ok, donc vous avez pris l'avion et vos meubles sont venus en bateau. 1 mois et demi, ça met à peu près. Donc ils sont partis avant vous en fait. Ils sont partis avant nous, ils sont arrivés après nous, mais on n'a pas attendu, on avait fait en sorte que ça arrive On est arrivé mi-juillet, c'est arrivé fin juillet, donc ça s'est bien goupillé. Donc mi-juillet 2018, vous êtes arrivé à Montréal. À Montréal. On est arrivé à Montréal, sachant que avant ça, au mois de mai, mais ça pareil, on a eu le luxe de pouvoir le faire. Moi j'avais besoin d'arriver avec un pied à terre. Psychologiquement, de me dire que je vais dans un Airbnb avec mes enfants, mon chat, et puis que je sais pas où je vais dormir et que j'ai pas trouvé, c'était trop compliqué. Donc au mois de mai, je suis revenue avec une copine pour chercher l'appartement. Donc on est venu 1 semaine, où ça me permettait aussi de me réimbiber de la ville en me disant là maintenant on y est, dans quelques semaines, mois tu y es. Donc on a cherché un appartement qu'on a trouvé, on va être clair, on fait pas les difficiles dans ces moments-là. En 1 semaine, ça va très vite. Et puis quand on a un chat, déjà ça peut avoir un peu de réticence. Quand on a des enfants en bas âge, il peut y avoir des réticences aussi parce que ça fait du bruit, ça peut dégrader. Donc quand on a pu trouver un endroit où on était dans le bon quartier, où on avait tout qui correspondait à ce
au minima. Ouais. On a signé un bail et au moins je suis partie d'ici au mois de mai en me disant je sais où je vais m'installer. Quand tu reviens. Ouais. Je pense aussi c'est avec l'appréhension moi, des enfants, tout à fait. Tout le monde. C'est surtout, t'as pensé, t'aurais pas eu d'enfants, est-ce que t'aurais autant stressé pour le logement? Non, pas d'enfants, on aborderait les choses différemment et j'ai même envie de te dire, ça va au-delà des enfants, ça m'est vraiment propre, je pense c'est vraiment propre à notre fonctionnement et voire même au mien. Parce qu'on a des familles qui sont arrivées en Airbnb et qui ont trouvé derrière et ça s'est très bien passé. Okay. Ça sera à refaire, je sais pas si je le ferai dans ce sens-là parce que j'ai dû choisir seule l'appartement. Ouais. Donc franchement, je sais pas. Je pense qu'on réfléchirait différemment. Après, je pense qu'on s'est quand même pas trop mal démerdé parce qu'on a quand même pris une nuit ou deux dans un Airbnb. Parce qu'on est arrivé, l'appartement était vide. On a fait une commande de France sur l'Ikea du Canada pour être livré le lendemain. Ah ouais, non, dans la famille, ah oui. C'est bien, mais c'est... C'est tout des stratégies pour diminuer le stress, l'anxiété, puis organiser ton arrivée. Exactement. Le truc, c'est que de toute façon, t'as pas trop le choix. T'as des enfants, tes enfants, tu vas pas les faire dormir par terre. Allez, prends la paillasse. C'est l'objectif, c'était de se dire à un moment donné, quand on arrive, on s'installe. On voulait pas qu'il y ait les cadres murs ou des choses comme ça, mais on voulait pouvoir que nos filles, ça soit assez fluide, quoi. Oui. Donc ça s'est goupillé qu'on est arrivé. On a récupéré notre chat qui était dans un piteux état mais qui était vivante. Voilà, elle a pas mal morflé pendant l'avion, mais ça je pense que c'est son âge et son anxiété, on a réussi à la récupérer. Finalement le Airbnb était pourri, non je suis mauvaise langue. Le Airbnb qu'on a pris, on était persuadé que c'était un logement entier, en fait ce n'était qu'une chambre. Donc on s'est retrouvés mi-juillet dans une chambre à 4 avec des enfants qui avaient très peu dormi pendant le vol, il faisait 40 degrés. La première nuit finalement avec des personnes qui vivaient dans le logement, donc autant te dire qu'on n'osait pas bouger dans ce logement. Et à 4h30, 5h du matin, on s'est regardé, on a dit tu sais quoi, on trace. Donc on a récupéré toutes nos affaires, on a été dans notre appartement. Où là on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail à faire, beaucoup de ménage et tout ça, et on savait qu'on avait la livraison dans la journée, des meubles Ikea. Ouais. Et le soir normalement on s'était donné un délai d'une nuit encore au Airbnb et on s'est dit qu'on voulait dormir chez nous. Donc on a laissé tomber le Airbnb et on a dormi sur nos matelas, même le sol avec des cartons de partout, des trucs en vrac. Et, puis c'était l'aventure. Totalement. Nos enfants étaient plus à fond que nous finalement. Concrètement on se rend compte que le stress c'est nous qui l'avons, c'est nous qui le portons et on leur transmet. C'est-à-dire que quand le stress on le maîtrise pas, en tout cas je vais parler pour mes filles, voilà, moi si demain je suis angoissée pour un truc, je sais que ma fille aînée va être angoissée même si elle sait pas de quoi on parle, quoi. Donc elles étaient à fond, c'était on dort en même le sol, on dort tous dans la même pièce et waouh, c'était il y en a partout, c'est génial. Et ça s'est effectivement super bien passé par rapport à ça, quoi. Donc justement avant ton aventure avec les cartons dans votre logement, comment vous avez préparé votre projet de migration avec les enfants? Je pense que c'est propre à chaque famille, mais on les a introduits dès le départ. Quand on a déposé notre demande pour le PVT. Dans le bassin. Dans le bassin. Clairement, on a commencé à en parler à notre fille aînée, dire bah tu sais, on pourrait éventuellement partir vivre au Canada. Il y avait le côté de lui dire bah t'en penses quoi, dans le sens simplement pour qu'elle ait l'impression aussi à un moment donné d'être dedans, de pouvoir donner son avis, de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle en faisait de ça. Et une fois qu'on a été tirés au sort, et on les a les deux, on a commencé à leur parler en fait de notre futur projet et de qu'est-ce que ça consiste. Ça consistait en quoi? Ça consistait à quitter son école et ses copains, ça consistait à plus voir sa famille ou du moins les voir derrière un écran. Donc on mettait les limites mais on contrebalançait immédiatement avec le reste, c'est-à-dire que c'était le Canada, on a une fille qui adore les animaux et la nature et l'extérieur, on a une vraie montagnarde. Et c'était de lui dire que là-bas il y a une forêt à plus en pouvoir, qu'elle allait pouvoir, dans l'hiver, il y allait avoir de la luge, des bonhommes de neige tous les jours. Enfin, c'était de vendre aussi les côtés positifs, même si on les avait pas vécus, pour qu'elle puisse investir et projeter la chose. Et je pense que, alors après ça joue aussi beaucoup sur la personnalité, mais on a notre fille qui a adhéré et qui était à fond, quoi. On a parlé beaucoup et on en parlait beaucoup aussi avec l'entourage. C'est-à-dire que c'était pas le sujet simplement, on en parle quand on est tous les quatre. Bon, la petite dernière elle a 2 ans, hein, donc on va relativiser. À partir du moment où elle a à manger, à boire, les fesses propres, elle a besoin de son papa et de sa maman. En tout cas moi je le perçois comme ça, donc ça a été assez simple à son niveau à elle. Et c'est d'en parler quand il y a les amis, c'est d'en parler quand il y a la famille, pour justement que ce soit un projet vivant et réel et pas simplement un fantasme ou quelque chose d'utopique comme le Père Noël et qu'on voit jamais, quoi. Donc ce que je comprends, c'est qu'en fait c'est toi qui as été tiré au sort pour le PVT.
donc toute seule à avoir un permis d'immigration, mais au C'est final, ça. ce que je comprends, c'est que vous êtes 3 et 4 avec le chat de plus à être venus C'est ici. ça. En fait, je crois que c'est assez récent. À partir du moment où tu es tiré au sort et que tu peux justifier un an de concubinage, alors nous on était mariés, ça pose pas de souci, tu peux venir en famille, quoi. Donc faut justifier de tes enfants un livret de famille, quoi. Faut justifier qu'il y a un lien de parenté, que tu es marié ou que tu habites avec la personne. Et par contre, je suis arrivée il y a que moi qui avait un permis de travail. Mon permis de travail, donc il est valable pour 2 ans à partir du moment où tu prends une assurance valable pour 2 ans. Oui. Et donc par conséquent, la personne qui t'accompagne, pour les enfants à la douane, ils t'embêtent pas. Ils partent du principe qu'ils vont pas séparer une mère de leurs enfants. Donc ils vont leur donner un permis de 2 ans aussi. Mais c'est un permis visiteur. Et pour ton compagnon ou ton mari qui te suit, en théorie, en tout cas on n'a eu personne autour qui nous ont dit le contraire, si tout le monde a une assurance de 2 ans, ils vont poser une question en disant quel est votre projet monsieur, qu'est-ce que vous allez faire? En l'occurrence c'est ce qu'ils ont demandé à mon mari. Il dit je vais vivre au Canada, c'est déjà pas mal. Et ils lui ont fait quand même un permis visiteur de 2 ans. Donc il n'y a pas cette histoire des 6 mois où tu es bloqué, ou à un moment donné, lui il va être dehors. Ok, donc vous avez eu cette possibilité-là qui est 2 ans, mais c'est possible que pour d'autres personnes ça ne fonctionne pas. Alors c'est clairement... C'est votre expérience. Exactement, c'est clairement le douanier qui va décider. Oui. Donc par contre, si tu arrives avec les éléments, tu as plus de chances que le douanier te donne pour 2 ans. Donc c'est pour ça que si vraiment l'objectif c'est que tout le monde ait un permis de 2 ans, assurance pour 2 ans, justificatif comme quoi il y a un couple ou quoi que ce soit, il faut vraiment arriver avec un dossier béton, et après c'est un petit bonheur la chance. Donc juste pour bien comprendre, toi tu as la chance d'avoir un permis de travail, mais tes enfants et ton conjoint ont plutôt un visa, eux, qui est sur 2 ans. C'est ça. Ok. Et est-ce que ton mari, à un moment donné, va pouvoir obtenir un permis de travail grâce à toi ou... Oui. Selon certains critères, à un moment donné, donc des fiches de paye, un emploi, des choses comme ça, tu peux après faire une démarche au nom, donc en l'occurrence de mon mari, pour qu'il puisse bénéficier par la suite d'un permis de travail. Ok, ça grâce à toi parce que tu auras travaillé un certain temps sur le territoire. Ok, bon ça c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui en a un seul qui est tiré au sort. Merci déjà pour cette première expérience. Je pense que ça va aider pas mal de familles à un peu se projeter sur à quoi faut penser avant d'arriver. Tu nous parlais du logement, de l'école, du quartier ou peut-être où vous alliez vivre. Toi, tu as eu la chance de pouvoir venir ici pour préparer un peu tout ça, mais ça peut aussi sûrement se faire à distance, par le biais des réseaux sociaux, regarder dans quel quartier on pourrait habiter, se renseigner pour les écoles. Carrément. Est-ce que tu sais si sur Facebook, par exemple, parce que Facebook ici, ça marche bien là, il y a des groupes pour les familles expatriées ou... Il y en a plein, il n'y a que ça, soit par quartier, soit le premier auquel je pense c'est Famille Expat, je crois que ça s'appelle comme ça, où il y a toutes ces questions-là en fait. Les différentes écoles, les garderies, le quartier, tout est abordé, et puis de toute façon même si c'est pas abordé on peut poser la question. Mais même en ayant fait une exploration, c'est pas ce qui nous a amené, ce qui a confirmé... Je pense qu'il faut se lancer de toute façon, et puis il n'y a que quand tu vis, parce qu'entre venir une semaine et venir s'installer et faire son quotidien, c'est pas la même chose. Mais même pour des choses bêtes, de trouver une pharmacie, d'aller faire ses courses, des choses comme ça, en une semaine, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes attentes. Et donc de toute façon, il n'y a qu'une fois où on est lancé, qu'on sait de quoi on va avoir besoin, et on va réorganiser sa vie autour de ça. Donc ce qui est important aussi, c'est de savoir quand même le type de quartier. C'est sûr que se retrouver dans un quartier qui, on va dire, un peu craignos ici, sachant qu'il n'y en a pas des masses, c'est mieux de se renseigner avant pour être sûr de ne pas aller dans ces zones-là. Mais bon, il y a possibilité d'avoir l'information. À l'avance. Oui. Et puis, pour toutes les familles, ou en tout cas les couples qui souhaiteraient traverser l'océan Atlantique pour venir au Québec particulièrement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou quels conseils tu pourrais donner pour des projets d'immigration familiale? Je pense que ce qui est en famille avec des enfants, quand on a toujours cette inquiétude de se dire bien, pas bien, je pense qu'il faut se poser la question de ces angoisses, est-ce qu'elles sont pour nous ou pour nos enfants? Parce que souvent, effectivement, c'est aussi nos angoisses à nous, et c'est pas forcément les leurs. Ça, c'est la première chose. Après, j'ai envie de dire que en théorie, rien n'est irrémédiable. Quand on vient avec un PVT, on vient avec un temps donné de 2 ans. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au final, on se dit « Waouh, 2 ans !» Et on a beaucoup de gens ici qui disent « On n'a que 2 ans si on veut rester plus. » Donc c'est l'inverse qui se met en place. Ça veut dire que c'est un sésame pour 2 ans,
Mais on peut rester qu'1 an, on peut rester que 6 mois. Nous, on a une famille avec qui on a échangé, ils sont venus. Puis au bout de 3-4 mois, ils se sont rendus compte que c'était pas possible, qu'ils y étaient pas. Et ben, ils ont fait marche arrière, ou demi-tour, parce que marche arrière, c'est pas forcément le bon terme, puisqu'ils ont récupéré ce qu'ils avaient de cette expérience. Et puis ils sont rentrés en France. Et puis on en a qui passent leur vie ici. Je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, on sait très bien qu'on se fixe nos propres limites. Donc c'est si on a les moyens de le faire, parce que je pense que c'est quelque chose par contre qu'on ne dit pas assez. Une expatriation ou une immigration, pardon, c'est bien, mais à quel prix? Et là on va être clair, je parle pas des émotions, je parle du pécunier. Financièrement pur. C'est-à-dire que si on part mais qu'on sait qu'on revient avec un minimum de sécurité, moi je dis banco. En tout cas c'était notre objectif. Nous, si demain on rentre, on n'est pas à la rue. On a fait en sorte d'avoir un petit peu de sécurité. Ça pour moi c'est quelque chose qui est important. Après c'est la vie de chacun, qu'est-ce qu'on veut en faire quoi. Moi j'aime bien le côté de il vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords. Mais ça c'est propre à chacun. Ouais, c'est un bon conseil aussi. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux familles qui souhaiteraient immigrer ou qui vont immigrer? C'est un truc complètement bateau, mais nous on pensait justement être préparés, en fait non. C'est-à-dire que le Canada c'est pas l'Eldorado. Et quand on part de France ou d'ailleurs pour aller s'installer dans un autre pays, je pense que c'est important de savoir le pourquoi. Est-ce qu'on fuit quelque chose? Est-ce qu'on veut trouver quelque chose? Parce qu'au final on se rend compte qu'ici, les problèmes qu'on avait en France, on les retrouve ici, même s'ils mettent plus de temps. Et que je pense que ça, on peut vraiment se casser la figure. Si t'es persuadé qu'ici, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vas trouver du boulot facilement, que c'est super, c'est génial parce qu'il neige et que tu... Non, non. Faut quand même faire à manger à tes gamins, faut quand même faire le ménage, faut quand même aller taffer. Et le taf au Canada, ça reste du taf, quoi. Donc ça reste que t'es fatigué à un moment donné. Nous, là où on déchante l'air de rien et pourtant on vient de la montagne, c'est que le manque de soleil. C'est plein de petites choses comme ça, je pense, où il faut se dire qu'on vient pas pour avoir une vie meilleure, on vient pour avoir une vie différente. Et même en pensant comme ça, on a dû se recadrer 1 ou 2 fois. Merci beaucoup Cécilia, c'était vraiment super intéressant. Tout ce que tu nous as dit, je pense vraiment encore une fois que ça va aider beaucoup de monde à se projeter. Parce que comme tu le dis, tu sais, avant d'arriver, tu as mis plus d'1 an à te projeter sur comment ça va se passer. Puis des fois on peut déchanter, des fois non, il faut savoir pourquoi on vient, pourquoi on ne viendrait pas, etc. Donc merci beaucoup encore une fois. J'espère que tu as apprécié l'expérience. Maintenant on peut se dire au revoir. Salut. Bye. Bye. Ah, il cracouille. Cool. On lâche les petits trucs. Là c'est toujours, même pour moi c'est stressant à chaque fois. Oui, épaule. Ok, c'est cool. Vous pouvez arrêter de faire moins de bruit. Désolée pour le bruit de la perceuse pendant qu'on est en train de tourner, mais je pense que j'ai un voisin qui fait des travaux un dimanche après 4 heures. Je sais pas trop s'il a le droit, mais voilà, il y aura un peu de bruit de perceuse. Et puis on va se dire au revoir. Salut. Ça te fait rire? Attends, on va le refaire le au revoir. C'est dur.